Alors, on peut commencer par remarquer que Wittgenstein il a une vie assez étrange, pleine d'anecdotes assez troublantes, dont j'ai noté donc, quelques exemples. Donc il a tout à tout été décrit dans des ouvrages comme suicidaire, comme névrotique, comme perfectionniste obsessionnel, comme autoritaire compulsif, notamment avec les enfants, parce qu'il a été pendant un temps instituteur, qu'il était agoraphobe. Il a été camarade de classe d'Adolf Hitler. Il faut mieux le rencontrer enfant. Puis volontaire pendant la Première Guerre mondiale, où il profite de moments d'accalmie pour écrire de la philosophie dans les tranchées. Il a enseigné dans la prestigieuse université de Cambridge, mais il choisit finalement de devenir jardinier dans un cloître. Il est passionné par l'aéronautique et par la logique, ainsi que par les westerns. Il hérite d'une immense fortune, et il la lègue entièrement à ses sœurs, mais refuse de les donner aux pauvres, en estimant que cela leur évite d'être perturbés par l'argent. Il fabrique des cerfs-volants, et aussi un radiateur de coin, dont il est très fier. Il considère que la plus importante partie de son œuvre est celle qu'il n'a pas écrite, et il préfère écouter la messe dans les langues qu'il ne comprend pas. Il se mure parfois dans le silence pendant des jours entiers, et s'isola pendant un temps dans son existence dans une cabane qu'il avait lui-même construite en Norvège, au bord de la mer. Alors, reprenons cette vie mouvementée de façon un peu plus linéaire. Donc Wittgenstein est un philosophe qui est né le 26 avril 1889 à Vienne. Il est issu d'une riche famille, il étudie les arts et pratique la musique. Musique qui d'ailleurs qui sera un exemple récurrent dans ses œuvres. Il commence des études d'ingénieur aéronautique à Berlin, puis à Manchester, et il se tourne sur les conseils d'un autre philosophe qui s'appelle Frege vers la philosophie, et plus précisément vers la philosophie de la logique et des mathématiques, qui sont, si on veut, sa spécialité. Il quitte alors Manchester pour Cambridge, il rejoint un autre philosophe qui s'appelle Russell, qui est lui aussi un grand mathématicien. Au début de la Première Guerre mondiale, il s'enrôle volontairement dans les troupes austro-hongroises et est envoyé sur le front russe en 1916. Il est fait prisonnier en 1918 et purge sa peine de prison en Italie. Il rédige donc son ouvrage majeur, sur lequel je reviendrai, qui s'appelle donc le Tractatus Logico-Philosophicus. Aucune inquiétude si vous ne parlez pas latin, il n'est pas écrit en latin, c'est pour le côté latin. Le titre est en latin, peut-être une allusion à Spinoza et à son Tractatus à lui. Il écrit aussi donc cet ouvrage-là pendant la guerre. 10 ans après, il en fera sa thèse de doctorat, il le publiera avec l'aide de Russell. À la fin de la guerre, il passe une dizaine d'années à vivre éloigné de la philosophie, en s'occupant donc de diverses professions, notamment d'instituteur dans un petit village autrichien, puis de jardinier dans un monastère. Son retour à la philosophie aurait été encouragé, selon ce qu'on sait, par ses amis logiciens, mathématiciens, philosophes, que l'on regroupe sous le terme de Cercle de Vienne, donc groupe sur lequel on reviendra. En 1929, il revient à Cambridge et est l'objet d'un accueil triomphal car on voit en lui une sorte de génie un peu étonnant dans sa façon de vivre, mais particulièrement marquant pour le XXe siècle. En 1936 et 1937, il s'installe en Norvège où il commence à édifier ce qu'on appelle sa seconde philosophie et occasionnellement aussi une cabane. Il entreprit notamment la rédaction des investigations philosophiques. Il obtient ensuite une chaire de philosophie à Cambridge qu'il occupe jusqu'en 1947. Il décède du cancer en 1951. Alors on ne sait pas s'il a vraiment une culture philosophique classique, dans la mesure où dans ses œuvres, on a très peu de points, je dirais, techniques rapportés d'autres philosophes, tels que des philosophes antiques, philosophes des Lumières, idéalistes allemands, on ne sait pas. Aucun trait non plus de philosophie politique. On sait en revanche que l'un des ouvrages qu'il juge profond, vraiment très profond, d'après l'expression qu'il emploie auprès de l'une de ses amies de façon récurrente, c'était un conte de Grimm intitulé Rumpelstiltskin, excusez-moi pour l'accent, traduit en français par le nain tracassin ou encore Oustroupistache, que vous avez peut-être lu à vos enfants. Voilà, et qui donne donc une approche selon lui du fond de sa pensée. Je vous donne les noms de ses principales œuvres. Le Tractatus Logico-Philosophicus, donc de 1919, mais publié seulement en 1921. Les investigations philosophiques, que l'on appelle aussi les recherches philosophiques, rédigées entre 1936 et 1949. Le cahier bleu et le cahier brun, rédigés entre 1933 et 1935. Les remarques philosophiques, rédigées vers 1964. Et un autre ouvrage sur lequel nous reviendrons, qui s'appelle De la certitude, qui a été rédigé dans les années 50, 50-51, mais publié seulement en 1969.
Alors, ce que l'on peut commencer par remarquer, c'est que le Tractatus, alors je vais essentiellement parler de lui, mais aussi d'un autre ouvrage qui s'appelle donc Certitude. Le Tractatus, c'est un ouvrage donc, qui porte sur les thèmes du langage, de la logique, de l'éthique. Donc, du langage et de la logique, au sens où on va se demander ce qui peut être clairement dit, ce qui peut être pensé, ce qui est accessible, disons, à notre esprit, si on veut. Et ceci sera lié, c'est un peu l'originalité de l'œuvre de Wittgenstein, sera lié à une dimension morale, ou disons éthique. Ce sera toujours ce problème-là qui hantera Wittgenstein durant sa vie, le problème de l'expression correcte, le problème, si on veut, de la vérité, ou plutôt de ce qui est d'ici. Comment tracer une frontière dans le langage? Comment tracer une frontière dans la pensée? Alors, il précise, non pas dans la pensée elle-même, car si on traçait une frontière dans ce qui est pensable, en se disant, ce domaine-là est pensable et l'extérieur ne l'est pas, il faudrait bien penser un extérieur impensable. Et on trouve un peu toujours ce problème en philosophie, que l'on soit par exemple chez Kant ou chez Descartes ou chez Hegel, pour parler d'auteurs que j'aime un petit peu et puis que je pratique un petit peu. Le problème de la vérité, de l'accès à la vérité, dire que quelque chose est au-delà du réel ou au-delà du vrai nécessite bien qu'on passe, je dirais, de l'autre côté de la frontière. Alors, ce que va essayer de faire Wittgenstein, c'est de tracer une frontière au langage et à la logique, mais de l'intérieur. Comme nous le verrons, donc on retrouve ce problème-là dans le domaine de l'éthique. C'était les petits textes que je vous ai fait parvenir. On retrouve le même problème parce qu'on peut se demander si finalement ce qui est éthique, c'est une forme d'absolu, le bien, le mal, ce qui serait bien en soi, mal en soi. Comment est-ce qu'on peut penser des absolus pareils et comment est-ce que le langage peut nous permettre de tenir un discours sur ce type d'entité, je dirais un peu transcendante, tout comme on peut s'interroger sur la capacité pour un humain de penser Dieu ou de parler de Dieu. On retrouve un peu la même idée chez Wittgenstein sur l'ensemble des grands questionnements de la morale. Alors, je reprends avec vous tous ces points-là. Wittgenstein donc, est l'un des grands adversaires de ce qu'on peut appeler en général la métaphysique. Alors la métaphysique antique peut être représentée par exemple par Platon, Aristote ou Plotin, les médiévaux par Thomas d'Aquin, les classiques par Descartes, Spinoza, Leibniz, les modernes par Schelling, Hegel, Heidegger, Schleiermacher, d'autres philosophes comme ceci. Dans toute cette lignée, on prétend dire quelque chose du sens de l'existence ou de quelque chose donc, de métaphysique, donc de quelque chose qui dépasse la simple observation, je dirais, scientifique, empirique du monde. C'est l'idée de la philosophie. La philosophie, évidemment, traditionnellement, ne se résume pas à cela, mais il est vrai que le projet métaphysique concerne une grande partie de la philosophie. Parler du destin, parler de Dieu, parler de l'âme, parler de la vie après la mort, parler du sens des choses, parler du bien et du mal, etc. Il cherche donc non seulement des explications, mais des sortes de raisons suffisantes à notre existence. Alors, sur ce point, Wittgenstein développe une critique radicale de cette prétention. Il est dans la lignée de philosophes tels que Kant ou que Russell, et il considère, c'est sa particularité, que l'ensemble des énoncés métaphysiques sont absurdes. Non pas seulement les réponses, les théories que l'on essaye d'apporter à des questions telles que qu'est-ce que le bien, Dieu existe-t-il, quel est le sens de l'existence, mais que les questions elles-mêmes sont dépourvues de sens. Selon l'expression employée par Wittgenstein lors d'une rencontre avec les membres d'un groupe d'intellectuels qui s'appelle le Cercle de Vienne, tous les énoncés de la métaphysique ne sont que des bavardages. Il les tourne d'ailleurs parfois en dérision et dit par exemple dans De la certitude, en mimant une scène qui pourrait exister dans la vie courante, « Je suis assis avec un philosophe dans le jardin. Il me dit à maintes reprises, en montrant quelque chose, je suppose, « Je sais que c'est un arbre. » Tout en désignant un arbre. Une troisième personne arrive et entend cela. Je suis obligé de lui dire « Non, non, cet homme n'est pas fou. Nous faisons de la philosophie. » Pour Wittgenstein, le fond des interrogations philosophiques, en réalité, est aussi absurde, aussi insensé que ce type de questions ou d'affirmations. On ne dirait jamais, en voyant un arbre, ceci est un arbre, car ça ne fait pas de sens, c'est une évidence. Se demander si un arbre est un arbre semble aussi, là, contrairement, totalement absurde. Et pour Wittgenstein, de manière certes beaucoup plus élaborée, c'est en réalité ce type de posture que l'on retrouve dans la philosophie. Donc ce sont des bavardages qui sont sans doute très sympathiques, qui sont, tout comme tous les bavardages, très agréables, discussions de fin de repas, ce que vous voulez, mais ce n'est pas digne de la philosophie si on veut que la philosophie soit une science rigoureuse. Donc selon Wittgenstein, c'est une tendance de l'esprit qui n'est pas accidentelle, c'est une tendance naturelle. Il y a une tendance à dépasser, si l'on veut, les bornes de la connaissance, et à essayer de dire quelque chose qui est indicible.
Alors, en ce sens, il faut distinguer ce que l'on veut dire et ce que l'on peut dire. Je cite Wittgenstein, « Je peux sans mal me représenter ce que Heidegger veut dire, par exemple, par être ou angoisse devant le néant. C'est une tendance chez l'homme que de venir se heurter aux limites du langage. Pensez à l'étonnement que l'on peut éprouver devant le fait que quelque chose existe. Étonnement que l'on ne peut pas exprimer dans la forme d'une question et qui ne comporte pas non plus de réponse. Tout ce que nous aimerions pouvoir dire ici est a priori un non-sens. Nous n'en courons toutefois pas moins nous jeter contre les limites du langage. » C'est l'une des particularités de Wittgenstein, c'est qu'il fait souvent appel à des expériences, je dirais, un peu personnelles, qu'il faut ou non, enfin, qu'il est préférable d'avoir fait, qu'on peut ou non avoir fait. C'est vrai que l'idée de l'étonnement devant la beauté d'un paysage, ou l'étonnement simplement devant le fait que nous soyons ici, alors non pas parce qu'il est très étonnant d'être à Valette, mais parce qu'il est très, très étonnant que le monde existe, c'est un sentiment que l'on peut appeler un sentiment métaphysique, qui est assez finalement courant. Le tort des métaphysiciens est d'essayer, je dirais, de le mettre en discours, d'y trouver une question correspondante afin d'y apporter une réponse. Donc la métaphysique représente pour Wittgenstein une forme de littérature, mais pas une forme de science. On ne saurait pas même lui dire que ses propres hypothèses ont un sens. Dans le Tractatus, il s'efforce donc de montrer pourquoi une phrase affirmative, négative ou interrogative ne peut avoir de signification que si elle respecte certaines règles, certaines exigences qui ne sont pas, selon lui, culturelles, mais qui sont inhérentes à la nature même de la raison et de la logique. L'idée centrale d'un court essai de Carnap qui s'appelle, le titre est bien trouvé, « Le dépassement de la métaphysique par l'analyse logique du langage », tout est dit, va d'ailleurs dans le même sens. On retrouve aussi la même idée dans l'ouvrage De la certitude. Wittgenstein il souligne que pour que quelque chose ait un sens, par exemple que pour se tromper ait un sens, concernant ce que l'on voit ou ce dont on se souvient, il est nécessaire qu'il y ait autre chose qui soit hors du doute. On ne peut pas douter de tout. Le doute doit lui-même reposer sur des certitudes préalables. Se demander si l'on peut douter de tout ou se demander si le monde en général existe, là c'est un questionnement métaphysique, et pour Wittgenstein, c'est un questionnement absurde. Se demander si on fait une erreur de calcul ou si on est victime d'une illusion parce que l'on perçoit quelque chose est sensé, mais un doute généralisé serait un non-sens. Je cite De la certitude, « Si un beau jour mon ami s'imaginait à tort avoir vécu longtemps dans tel ou tel endroit, je n'appellerais pas cela une erreur, mais plutôt un dérangement mental, je l'espère passager. Toute croyance fausse de ce genre n'est pas nécessairement une erreur. Mais où est la différence entre erreur et dérangement mental? Ou encore, d'où voit-on si je suis victime d'une erreur ou d'un dérangement mental? Autrement dit, à partir d'un certain niveau de doute, le doute lui-même devient absurde. Comme le dit un autre aphorisme wittgensteinien, « Si je veux que la porte tourne, il faut que les gonds restent fixes ». On peut en effet douter de la réalité de nombreux faits, notamment historiques, et défendre des points de vue sceptiques, voire des théories du complot, qui sont un peu à la mode. Peut-être les espèces n'évoluent-elles pas, comme le disent les créationnistes. Peut-être César n'a-t-il jamais franchi le Rubicon. Peut-être les camps d'extermination nazis n'étaient-ils en réalité que des camps de détention. Peut-être les Américains n'ont pas marché 6 fois sur la Lune. Peut-être le colonel Kadhafi est-il toujours en vie, comme le soutiennent mes élèves. Pour certains, demander la confirmation auprès d'un historien renommé suffira pour estomper les doutes. D'autres auront besoin de davantage, ils auront besoin de voir de leurs yeux des vidéos ou des parchemins. D'autres encore resteront sceptiques quant à l'authenticité de ces prétendues preuves et demanderont des preuves encore plus approfondies. Dans ce cas, le doute peut même frôler le délire ou la paranoïa, mais il est toujours possible sur ce point d'apporter une réponse ou d'imaginer qu'une réponse pourrait dans l'absolu satisfaire à cet esprit un peu paranoïaque. Par contre, il n'est pas permis de douter de tout. Il est par exemple absurde de douter que de Von Katt ou de douter de l'existence du monde que l'on perçoit. Wittgenstein compare cela à une absurdité que je vais vous narrer rapidement, que j'ai vécue, donc j'ai vécu une expérience wittgensteinienne, douter de la taille réelle du maître étalon. Alors je vous le raconte pour la petite histoire. Il m'est arrivé de faire un voyage scolaire à Paris avec des élèves, et donc on avait visité la Cité des Sciences, et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver quelque chose de philosophique à leur raconter pour justifier comme le fait qu'on amène le professeur de philosophie avec le professeur de sciences. Et puis on est passé à côté de la place Vendôme,
Et je me rappelais que Place Vendôme, il y avait le maître étalon. Il y avait un maître étalon, alors je leur ai expliqué, je leur ai dit, oui, vous voyez, le maître étalon, c'est l'un des maîtres qui existent, et donc c'est une entaille, hein, en fait. Donc ça a été fait à l'époque napoléonienne, il y en a plusieurs à Paris, et en fait, à la base, comme c'est la base sur laquelle reposent les maîtres que l'on peut avoir, maître à couture, règles en plastique jaune dans les écoles. À l'origine, on a été obligé de caractériser le maître en se disant, bon, il faut que ce soit pratique, que ce soit divisible par 10 et divisible par 100, divisible par 10 pour certaines tâches, divisible par 100 pour, disons, les architectes. Donc il faut que ce soit à peu près grand comme ça, plutôt comme ça, oui, bon, bah, oui, bon, voilà, comme ça. À un moment, il faut bien, ouais, on va dire que c'est ça. Donc on a pris une taille qui, évidemment, est pas totalement arbitraire, mais qui, dans son fond même, est en effet conventionnelle. Hein, et puis on a considéré que c'était des talons. Et puis ensuite, on a mis les choses devant afin de pouvoir mesurer les mètres sans avoir besoin à chaque fois de faire un aller-retour à Paris, raison pour laquelle maintenant on a des mètres, évidemment, chez nous. Et comme ça, on est tous d'accord sur le mètre, parce qu'évidemment, si on mesure en pied, comme on ne mesure pas tous la même taille de pied, ça peut être pratique. Voilà. Donc je leur explique ça, donc j'étais content, je me disais, tiens, ça, voilà, c'est un peu philosophique quand même, une sorte de philosophie des mathématiques, la convention, des mesures, etc. Et j'ai un élève qui était resté perplexe devant le maître étalon, il m'a dit, ah, c'est dommage que j'ai pas un mètre, parce que j'aurais bien aimé voir s'il faisait vraiment un mètre. Ah, je dis, bah non, parce que c'est le maître étalon, alors on va l'appeler, je sais pas, Damien, et c'est le maître étalon, Damien, donc il fait forcément un mètre. Il dit, non, mais ouais, je vois bien, monsieur, il fait à peu près un mètre, mais j'aurais voulu savoir s'il faisait juste un mètre. Ah, je dis, tu vois, c'est Wittgenstein comme expérience, alors c'est intéressant pour moi, mais bon. Je dis, bon, à l'origine, ton propre maître a forcément été mis devant le maître étalon. Donc, je dis, si tu mesures le maître étalon, c'est comme si tu te demandais, je me demande bien si cette entaille fait sa propre taille. Voilà. Donc, et alors, selon Wittgenstein, c'est ce type d'interrogation en fait que l'on retrouve sous des structures très élaborées, une grande littérature et des plumes savantes dans le domaine de la métaphysique. Voilà. Le monde, le problème, c'est que si on le pense comme on pense un objet, on fait un abus de langage, puisque le monde n'est pas un objet, c'est l'ensemble, si on veut, des objets. Donc le penser comme un objet qui aurait une extériorité et dont il pourrait éventuellement être l'effet, c'est attribuer un langage qui ne correspond qu'aux objets au monde pris en totalité. Or le monde pris en totalité n'est pas un objet, puisqu'il faudrait penser une altérité au monde. Or, puisque le monde est l'ensemble de tout ce qui est, cette altérité serait elle-même intégrée au monde. Donc c'est à mon sens de se demander pourquoi le monde existe et non pas plutôt rien. C'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est que toutes ces questions sont vides de sens, toutes leurs affirmations, les affirmations qui prétendent y répondre aussi, et qu'on a toujours affaire, disons, à des paradoxes ou à des tautologies. Donc le problème de la métaphysique reviendrait à celui d'un mauvais questionnement, si l'on veut, ou d'une mauvaise perception des limites du langage. Et donc on reconnaît là-dessus l'obsession de Wittgenstein pour le langage clair, l'expression claire et sensée. Hein, et il essaye dans le Tractatus d'élaborer des critères qui permettraient de déterminer si un énoncé a du sens ou non. Étant l'élève et ayant été influencé par des logiciens, on comprend que, en effet, la rigueur est pour lui très importante. Donc ça ne retire rien au fait que Wittgenstein lui-même a souvent éprouvé des sentiments métaphysiques. Alors, parler de sentiments métaphysiques, d'accord, parler de questions ou d'affirmations métaphysiques, la morale étant inclue dans la métaphysique pour lui, puisque la morale, finalement, c'est parler du bien ou du mal pris dans l'absolu. Hein. Ça, par contre, c'est impossible. Donc, il ne fait pas forcément partie de cette frange de penseurs positivistes qui considèrent que tout ce qui n'est pas absolument scientifiquement prouvé et mathématisable est totalement absurde. Il reconnaît lui-même l'existence de sentiments que l'on peut appeler océaniques, cosmiques, métaphysiques, mystiques, romantiques, religieux, vous appelez ça comme vous voulez, mais il refuse de considérer que l'on peut en faire un objet de discours. Il termine d'ailleurs sa conférence sur l'éthique en disant que ce type de sentiments, il, je cite, les respecte profondément et ne saurait les tourner en dérision. Donc vouloir exprimer ce qui est d'ordre métaphysique est impossible, ce n'est pas une erreur, c'est bien plutôt ce que l'on peut appeler une illusion. Et les traités de morale, de métaphysique, de théologie partent, si l'on veut, d'un bon sentiment, mais ne peuvent pas aboutir à leur but, qui doit donc faire réfléchir le philosophe à une possibilité de dépasser ou de transfigurer la métaphysique. Alors on trouve cela notamment chez certains philosophes, éventuellement même chez Nietzsche,
et aussi chez Carnap, l'idée selon laquelle l'art serait peut-être une expression plus précise, parce que justement l'art ne prétend pas être logique, du sentiment métaphysique que l'on éprouve, de cet étonnement métaphysique que l'on éprouve face par exemple à l'existence du monde, mieux qu'un long discours philosophique. Si on veut. On trouve des idées assez proches d'ailleurs chez Kandinsky, hein. On peut peindre le sentiment de la vie, on peut mettre en musique le sentiment de la vie, on ne peut pas faire un traité du sentiment de la vie. J'ai une citation là-dessus d'ailleurs de Wittgenstein, qui était d'ailleurs, comme vous le savez, je vous l'ai dit, musicien et mélomane. Il le dira, lui, de l'œuvre de Beethoven. Beethoven est absolument réaliste. J'entends par là que sa musique est absolument vraie. C'est étonnant comme phrase. J'entends par là que la musique de Beethoven est absolument vraie. Je veux dire, on voit la vie entièrement comme elle, il la voit et il l'élève. C'est de la religion de part en part, mais pas du tout de l'écriture religieuse. Alors c'est une expérience qu'on peut faire. Alors c'est pour ça que l'échelle, l'objet l'échelle, est l'objet wittgensteinien par excellence, et que si vous tapez Wittgenstein sur le sacro-saint Google, vous allez trouver plein de petites caricatures de Wittgenstein avec une échelle. Donc à la fin du Tractatus, il est question d'une échelle. Je vous relis la proposition 6.54. Mes propositions sont des éclaircissements, en ceci que celui qui me comprend les reconnaît à la fin comme étant dépourvus de sens, lorsque par leurs moyens, en passant sur elles, il les a surmontés. Donc au terme du Tractatus, il doit pour ainsi dire jeter l'échelle après y être monté. Donc c'est le symbole du rejet, du dépassement de la métaphysique, si l'on veut. Le lecteur du Tractatus doit jeter l'échelle après y être monté. Cette philosophie est donc un outil qui semble indispensable, bon, certes encombrant, mais indispensable, et qui ne saurait être emmené avec soi, puisqu'on n'emmène pas une échelle avec soi. Hein. Donc, non pas une forme de doctrine que l'on pourrait emmener avec soi, mais une forme de méthodologie. Une manière philosophique de se passer de la philosophie, finalement. Une manière de se passer de la métaphysique, et pourquoi pas de faire du jardinage dans un cloître. Hein, puisque c'est ce qu'a fait Wittgenstein, considérant qu'il avait résolu tous les problèmes de la tradition philosophique, étant donné que c'était de faux problèmes, pu aller tranquillement traumatiser quelques enfants dans des écoles primaires et faire le jardinage. Voilà. Alors, cette échelle qu'elle Tractatus, donc elle est faite pour grimper vers ce qui a du sens, mais qui ne peut être exprimé. Alors, si notre auteur s'écarte un petit peu là-dessus de Hume, ça fait résonance, la fin de cet ouvrage, fait résonance à une autre fin d'ouvrage célèbre, l'enquête sur l'entendement humain de Hume, 1776, qui préconise, lui, de se débarrasser des ouvrages et des analyses qui ne sont pas soit purement logiques, soit empiriques, c'est-à-dire scientifiques. Alors je vous lis la fin de l'enquête de Hume, qui résonne un peu comme la fin de Wittgenstein, de l'ouvrage de Wittgenstein. Si nous prenons en main un volume quelconque, de théologie ou de métaphysique par exemple, demandons-nous, contient-il des raisonnements abstraits sur la quantité ou le nombre? Non. Contient-il des raisonnements expérimentaux sur des questions de fait et d'existence? Non. Alors mettez-le au feu, car il ne contient que sophisme et illusion. Alors, la situation de l'œuvre de Wittgenstein, du coup, semble claire. C'est une sorte d'ouvrage qui nous permet de nous passer de métaphysique. En réalité, on peut se rendre compte que ce statut est assez problématique. Et d'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui se sont opposés sur l'interprétation précise que l'on doit donner au Tractatus. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'un effet de style lorsqu'il dit qu'on doit finalement reconnaître les propositions du Tractatus comme étant elles-mêmes dépourvues de sens? Alors, si c'était simplement un effet rhétorique, bon, ça semble assez difficile à croire. Ou est-ce que c'est une réelle affirmation selon laquelle les affirmations du Tractatus, une fois terminé le Tractatus, doivent elles-mêmes être autodissoutes? Du coup, ça devient difficile à comprendre. Alors, le sens de cette dernière proposition sur ce qui est dissible ou non inciterait dans ce cas une sorte non seulement d'autodafé, si on veut, alors métaphorique, hein, rassurons-nous, d'autodafé des ouvrages de métaphysique, mais d'auto-autodafé, puisque le Tractatus est une échelle que l'on doit laisser tomber et qu'on ne doit pas emmener avec soi. Donc il y aura un caractère autodissolvant du Tractatus. Alors c'est là que la position de Wittgenstein n'est pas très claire. Est-ce qu'il considère bien qu'il y a des choses qui sont au-delà des mots? On ne peut malheureusement pas en parler, mais on peut les éprouver. On a ça dans le mysticisme, même religieux, on a ça dans le romantisme. Ou est-ce qu'on ne peut pas en parler,
parce que ce dont on ne peut parler n'est que du charabia et n'a aucune consistance véritable. Dans ce cas-là, on est plus proche éventuellement de Hegel ou du positivisme. Donc sur ce point, les interprétations ne sont pas très claires. Wittgenstein voulait-il affirmer qu'il est possible de montrer, par là même de communiquer à autrui, non pas des discours, mais des sentiments. Faute de vouloir monter sur cette fameuse échelle, est-ce que les métaphysiciens resteraient prisonniers de cette sorte de dérangement mental et d'illusion qui est dénoncée? Alors, l'une des phrases qui est censée éclaircir la situation, mais comme vous avez remarqué, l'éclaircissement est parfois confus, si seulement, je cite Wittgenstein, si seulement on ne tente pas d'exprimer ce qui est inexprimable, alors rien ne se perd, et bien au contraire, l'inexprimable est inexprimablement contenu dans ce qui est exprimé. Alors, à la fin de sa vie, c'était un peu désolidarisé de ses amis, notamment de Russell, qui lui avait une position finalement un peu comme Carnap, beaucoup plus claire. Il considérait qu'il y a trois possibilités. Il y a les choses qu'on a prouvées par la science, il y a les choses qu'on n'a pas prouvées, mais qu'on peut imaginer prouver un jour. Je ne sais pas si je vous demande à la question Saturne est-elle une planète gazeuse, il y a une réponse. Il faut quand même être d'une mauvaise foi criante pour critiquer les réponses qui y sont faites. Oui, Saturne est une planète gazeuse, elle n'est pas tellurique. Bon, deuxième question, les extraterrestres existent-ils? Là, on n'a pas de réponse, mais éventuellement, dans l'absolu, on peut imaginer un protocole de vérification qui fait qu'un jour, on vérifiera. Il suffit déjà qu'il y en ait un qui vienne et puis qui nous dise « Bonjour, voilà, je suis un extraterrestre ». Ça vérifie le protocole. Ou qu'on envoie des sondes sur, alors dans l'idéal, toutes les planètes de l'univers, ou simplement, comme on fait déjà en essayant de sélectionner les planètes qui peuvent éventuellement abriter la vie, les exoplanètes, et puis leur envoyer un message. Et puis un jour, on arrivera, alors en fonction de ce que vous appelez un extraterrestre, si c'est une bactérie, vous avez plus de chance. Si c'est réellement un petit bonhomme qui est en train de jouer avec ses copains au golf, ça va être plus dur. Mais en fonction de ce que vous appelez un extraterrestre, tout simplement un petit animal, ça serait déjà très bien, on peut espérer en trouver. Donc c'est une question dont on n'a pas la réponse, mais on peut imaginer qu'elle ne soit pas absurde et qu'un jour, on puisse trouver la réponse. Il y a une troisième catégorie, il y a les réponses qu'on a, il y a les réponses qu'on peut espérer avoir, même si on n'imagine pas bien comment y arriver. Et puis il y a les réponses où il y a des réponses qui non seulement correspondent à des questions qui sont éventuellement absurdes, mais dont on ne peut même pas imaginer de protocole de vérification. Y a-t-il une vie après la mort? Enfin si, il y a une vérification, c'est qu'il faut mourir, quoi. Une vérification, c'est limité. Dieu existe-t-il? Qu'est-ce que le bien? On fait quoi comme expérience? Qu'est-ce que le mal? On fait quoi comme expérience? On ne peut même pas imaginer de protocole d'expérience. Donc chez Russell ou chez Carnap, la situation est assez claire. Ce qui n'a pas de sens, c'est ce qui ne peut pas être vérifié. Même dans l'absolu, je dirais. Chez Wittgenstein, le rapport entre l'inexprimable et, je dirais, l'irréel n'est pas toujours très clair. Est-ce que ce qu'on ne peut pas parler, il faut le taire parce qu'il n'existe pas, ou est-ce qu'il faut le taire parce que, je dirais, ça gâcherait sa pureté? C'est quand même assez différent. Alors, à la fin de sa vie, il adressait de moins en moins donc, la parole à ses camarades. Il s'est enterré dans la solitude, dans différents recoins d'Autriche. Vous m'excuserez les traductions, dans d'improbables petits villages, Pützberg, Trattenbach et Ottenhall. Donc Russell, qui avait encore quelques correspondances avec lui, aurait dit à un de ses amis, il n'est pas devenu fou, mais c'est tout comme il est devenu complètement mystique. Bon, et on sait que l'adjectif mystique pour Russell n'était pas un compliment. Ceci dit, Wittgenstein lui-même, qui était pourtant son élève, lui avait dit un jour, quand il était encore son élève, à propos du Tractatus, qui visiblement est assez proche de ce que faisait Russell, il disait qu'il ne voulait pas de préface de Russell. Finalement, il en a eu une, mais bon, il n'en voulait pas. Il a dit donc qu'il ne voulait pas de préface, parce qu'il dit « Ne vous en faites pas, je sais que vous ne me comprendrez jamais ». Donc, si Wittgenstein avait une position si proche de Russell ou de Carnap, la position simple, ce qu'on va vérifier, ce qui est vérifiable, ce qui sera à tout jamais invérifiable, donc absurde, visiblement, Russell avait les moyens intellectuels de comprendre son élève. Donc, ce n'est pas cette position. Donc le mystique, il semble au contraire quelque chose de précieux pour Wittgenstein, c'est quelque chose qui existe, qui doit être cultivé, et seule la solitude silencieuse et la contemplation silencieuse du monde pourraient l'exprimer. Donc selon Wittgenstein, c'est l'imprudence et l'impudence des hommes qui leur fait penser que le fait de se taire est un aveu de faiblesse. Au contraire, le silence, dont Wittgenstein était un grand pratiquant, est au contraire l'un des meilleurs modes d'expression
du sens du monde est, pour tout dire, à la fois une nécessité logique et un devoir éthique.